Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Produire, détenir, consommer ou vendre de la drogue en Belgique est interdit. Et cette interdiction dure depuis le 24 février 1921. Dans quelques jours, on fêtera donc le centenaire de la loi concernant, je cite, « le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite des substances stupéfiantes et psychotropes ». C'est le nom exact donc de la loi de 1921, une loi votée dans un contexte totalement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui, une loi jugée inefficace par toute une série d'associations de terrain qui accompagnent les usagers de drogue, mais jugée inefficace aussi par de plus en plus d'acteurs du monde policier et judiciaire, une loi qui criminalise notamment les usagers avec des conséquences désastreuses. Et si on changeait cette loi, pourquoi, comment, on en discute ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Valkeners pour en discuter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication à la SBL Transit à Bruxelles, un centre d'accueil et d'hébergement pour les usagers de drogue. Et vous êtes le porte-parole francophone d'une grande campagne, Unhappy Birthday. Donc Unhappy en un mot, un malheureux anniversaire, un triste anniversaire, c'est ce qu'on pourrait dire. Un funeste anniversaire. Un funeste, tout à fait. Voilà. Et donc, à vos côtés, on accueille Jack. Vous êtes, bonsoir déjà. Bonsoir. Vous êtes policier, donc officier de la police judiciaire à l'antidrogue. Et vous aussi, vous estimez qu'il faut changer cette loi et que la prohibition actuelle est inefficace sur le terrain. Alors, j'ai une première question pour vous, parce que ça peut paraître étonnant, finalement, qu'une personne comme vous, dont le métier est de traquer les trafiquants de drogue, de démanteler des réseaux, de lutter contre la drogue, le fait que vous souteniez que la loi et la prohibition ne fonctionnent pas, ça peut paraître étonnant. Oui, c'est tout à fait paradoxal, parce qu'en plus, c'est une matière que j'enseigne aux aspirants inspecteurs, la loi sur les stupes de 1921. Et en fait, quand on fait le bilan par rapport à cette loi, on constate deux choses. C'est que la lutte est fondamentalement inégale, et de deux, le système est complètement en faillite. Donc voilà, on y reviendra peut-être par après. On va détailler on va étayer tout ça. Le métier est très intéressant, mais le système ne fonctionne pas, et en tout cas, on joue à armes inégales avec les organisations criminelles. Ça, c'est sûr. Et on voit que vous n'êtes pas le seul. Et par exemple, en France, il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle Police contre la prohibition et qui estime, vraiment un peu comme vous le dites, que la guerre à la drogue et à ses usagers n'a pas eu les effets supposés, que la prohibition, finalement, elle ne profite qu'au marché noir et au crime organisé. C'est votre point de vue aussi ? Oui, tout à fait. Je pense que là, on a donné les pleins pouvoirs aux organisations criminelles, et depuis même plus d'un siècle, les organisations font de l'argent, font du blé. Grâce à cette législation, on en reparlera, mais voilà, évidemment, le système ne fonctionne pas, ça c'est sûr. Alors, justement, avant de creuser tout ça, peut-être situons un peu le contexte avec vous, Bruno Valkeners. Donc cette loi, on l'a dit, elle va avoir 100 ans dans quelques jours. Il y a quand même eu quelques modifications, quelques arrêtés, certains points ont été légèrement assouplis, mais l'esprit de la loi de 1921, donc la prohibition, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, alors que la société, elle a quand même beaucoup évolué en 100 ans. Je pense que tout le monde pourra facilement imaginer que la société de 1921, c'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir en termes de circulation. On était au début de l'invention de l'automobile, il n'y avait quasiment pas de voiture, on n'avait pas les machines à laver, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas un tas de technologies qui ont évidemment joué un rôle important dans le développement du commerce des drogues, notamment avec l'avènement d'Internet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un défi qui est colossal pour lutter contre la dépendance, lutter contre l'usage problématique, etc. et même pour lutter contre le trafic de drogue. Mais comme le disait monsieur, c'est une guerre perdue. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est pour une fois qu'on évalue cette loi au regard des connaissances actuelles, connaissances en matière de drogue, mais connaissances aussi en matière de fabrication des produits stupéfiants, leur diversification aussi. Les produits d'aujourd'hui sont bien plus diversifiés et bien plus présents que ceux qui existaient en 1921. Et si l'on se replonge un peu dans les débats parlementaires de l'époque, cette loi de 1921 a été rédigée pour se mettre en conformité avec la première convention sur l'opium de 1917. L'objectif était de lutter contre le trafic, mais pas de mettre un effort colossal sur les usagers en tant que tels. Les usagers, c'était quoi à l'époque ? Une élite intellectuelle, artistique, éventuellement des personnes qui avaient utilisé de la morphine parce qu'ils avaient été blessés de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mais on n'était pas dans ce qu'on connaît aujourd'hui avec un tel développement. Donc,
Ce qu'on voit, et là le bilan il est clair, c'est que c'est une politique inefficace. On pouvait imaginer qu'en 1921, on rêvait d'une utopie d'un monde sans drogue. C'est une belle utopie. Le constat est que malgré ces lois, malgré la répression accrue, ça n'a fait que se développer. Donc on est face maintenant à un constat évident, c'est que cette guerre est complètement perdue avec des moyens colossaux qui sont aux mains de criminels qui sont certainement pas des agents de promotion de la santé. Et donc en fait on est dans une politique qui est aujourd'hui hyper néolibérale puisqu'il n'y a aucune norme. On vend ce qu'on veut, on fabrique ce qu'on veut, on fait de la pub comme on veut, il n'y a aucune limite, avec une agressivité, de la corruption. Le trafic de drogue représente, l'ONU avait estimé ça il y a une dizaine d'années à entre 300 milliards et 500 milliards d'euros. Je vois que la Banque nationale de Belgique estime le commerce du trafic de stupéfiants à 700 millions et c'est certainement sous-estimé en Belgique. Donc il y a là beaucoup d'argent qui échappe à l'État, qui renforce les réseaux criminels, la corruption, etc. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est ça c'est pour nous une urgence, c'est la décriminalisation de la détention en vue de l'usage. Pourquoi ? Parce que la criminalisation, surtout sur les personnes les plus vulnérables, les plus faibles, elle rajoute une couche de difficulté à s'en sortir. Et alors on demande vraiment que le législateur se saisisse d'un groupe parlementaire, qu'on discute de cette loi au regard des défis contemporains de l'usage de drogue. Alors je vais rebondir sur le premier point, sur la question de la décriminalisation et me tourner vers Jack. Donc je le rappelle, vous êtes officier de police judiciaire à l'antidrogue. Alors si on décriminalisait demain la consommation, par exemple, des drogues, qu'est-ce que ça changerait pour vous très concrètement sur le terrain ? Alors moi je suis officier de police judiciaire dans une antidrogue, dans une grande ville, plus de 200 000 habitants. Alors pour que les gens se rendent quand même compte, une ville de plus de 200 000 habitants, on est 14 à l'antidrogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà C'est pas énorme. C'est pas énorme, du déséquilibre qu'il y a. Donc on est 14 et fort heureusement, dans notre plan de sécurité, en accord avec le procureur du roi, on nous a dit clairement ne vous occupez pas des toxicomanes. Et ça se compte par milliers dans ma ville. D'accord ? Donc on nous a clairement demandé de travailler sur tout ce qui est dealer de drogue. Donc moi clairement, la décriminalisation des drogues pour moi n'a pas beaucoup d'influence puisqu'à la base je ne travaille pas sur les consommateurs. Je pense que ça on laisse ça entre les mains de spécialistes. Il y a suffisamment d'SBL, suffisamment d'associations qui se chargent d'eux. Donc moi, clairement, ça n'aura pas tellement d'influence. Moi, je vais plutôt axer mon débat d'aujourd'hui sur les organisations criminelles et je vais vous montrer à quel point ce combat est inégal. Mais justement, alors, montrez-nous un peu, dans votre pratique quotidienne, en quoi ce combat est inégal ? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que ce combat est inégal ? Alors, pour vous faire un rapide pitch de la manière dont on fonctionne, donc on travaille sur des dealers avec des priorités, dealers de cocaïne, dealers d'héroïne, dealers de cannabis en 3e position. Alors, notre travail, nous, c'est assez facile. Le but, c'est de savoir qui vend de la drogue dans ma ville. Dès qu'on sait qui vend de la drogue, on met en place des observations. Des filatures, on prend des photographies, on met en place des techniques d'enquête, des écoutes téléphoniques, on fait des analyses téléphoniques, on met toutes sortes de techniques en place pour essayer de réaliser des opérations de flagrant délit sur ceux qui vendent de la drogue. Parfois ces enquêtes elles durent 3 jours, parfois elles durent 6 mois. Et ça veut dire que pendant 6 mois, on travaille sur un dealer, puis on se rend compte qu'il travaille à 2, ah non, il travaille à 3, et puis on arrive à identifier le fournisseur, qui est souvent sur Bruxelles ou sur Anvers. Et donc, on essaie de démanteler ces organisations pour, in fine, arriver à une opération qui a un résultat. Et si on saisit 2 kilos, eh bien, c'est la fête pendant 10 jours. Tout le monde lève les bras au ciel en disant « Waouh, on a saisi 2 kilos, on a saisi 15 000 euros, on va mettre 3 mecs en prison. » Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ineptie. On va saisir 2 kilos avec 3 mois d'enquête. Ça arrive par tonnes au port d'Anvers, ça arrive par tonnes depuis l'Espagne, et tout le monde lève les bras au ciel en disant « Waouh, on a saisi 2 kilos, article de presse et tout, et tout le monde... » Et on est content, mais sur le fond, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça coûte une enquête de 3 mois, avec 14 types de l'antidrogue, avec 20 types des unités spéciales pour nous aider à observer, avec un temps de fou, puis les magistrats qui sont utilisés pour gérer les dossiers, mettre les gens en prison, les gardiens de prison. Donc c'est un truc de fou le système en fait. Quand on voit ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte et ce qu'on saisit réellement, on est complètement à côté de la plaque. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez parfois l'impression quand vous rentrez chez vous le soir que ce que vous avez fait la journée est un peu une goutte d'eau dans un immense océan de réseaux et de mafia? Je pense qu'on fait en sorte de ne pas se poser la question. Parce que ce que je dis souvent, c'est que si je commence à me poser les questions de savoir si mon travail porte ses fruits,
je pense qu'il faudrait prescrire plus de Xanax aux gens de ma section. Donc on tomberait dans la dépression, et donc on ne pense pas à ça. Et comme je le dis souvent aussi, en fait, nous, notre boulot, c'est plutôt ce qui est excitant dans notre boulot, parce que le travail est chouette, le travail est drôle, le travail est marrant, le travail est excitant. Vous savez, filer quelqu'un, casser une porte, faire des perquisitions, c'est un peu du rock'n'roll, en fait. Donc ça, c'est très très gai. Et ça renvoie chez nous plutôt à un challenge, à un instinct de prédation parfois. On se dit, tiens, il y a un dealer, il dit qu'il ne sera jamais pris, eh bien nous, on va mettre le paquet pour le prendre. Donc ça renvoie à un instinct de prédation. Au-delà de ça, on ne se pose pas la question de savoir si ce qu'on a fait, si ça en vaut vraiment la peine. On ne se pose surtout pas la question de savoir, tiens, la réponse judiciaire va être à la hauteur des risques que l'on a pris, parce que la réponse judiciaire, n'en parlons pas. Enfin, le système n'est... Voilà, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais quand on voit les peines qui découlent de nos opérations et les risques qui sont pris. Donc on ne se pose pas cette question-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que quand on part en opération, quand on rentre le soir au bureau, tout le monde est sain et sauf, personne n'est blessé. On se commande à manger, on rédige toute la nuit le dossier répressif. Et c'est ça qui est gai, c'est ça qui est... Franchement, j'ai un métier très excitant, mais qui sur le fond ne sert à rien. Parce que le dealer que j'arrête, ou les 2 ou les 3 dealers que j'arrête aujourd'hui, demain, ils sont déjà remplacés par d'autres. Ça, c'est certain. Mais ça veut dire que si alors on vous écoute, il faut vraiment changer tout le système et tout le paradigme et totalement cesser cette logique de prohibition. Et pour vous, si par exemple c'était réglementé par l'État, vous pourriez mieux finalement cibler vos actions et avoir des choses qui seraient plus efficaces, qui auraient plus de sens. Oui, en fait, on pourrait mettre en place un tout autre système. Moi, je suis clairement un anti-prohibitionniste convaincu pour toutes les drogues. Moi, je dis juste qu'il faut revoir le modèle à sa base. C'est-à-dire qu'on pourrait aller vers un modèle, par exemple. Donc, pour l'instant, on sait que les drogues sont dangereuses pour la santé, on le sait. Et on laisse ces produits aux mains des organisations criminelles qui font pulluler des dealers sur les boulevards des grandes villes, dans les cités, au niveau des gares. On laisse ces produits entre les mains des organisations criminelles qui continuent à brasser beaucoup d'argent en vendant ces produits. Et moi, je dis que si on retirait ces produits des mains des organisations criminelles et qu'on permettait à l'État de distribuer ces molécules, alors une molécule propre et neutre, hein, on pourrait produire une molécule de cocaïne, d'héroïne, le cannabis, un produit propre. Parce que si vous commencez à vous poser la question de savoir ce que les gens consomment maintenant, quand on prend l'héroïne, en rue, elle est coupée à 70-80%. Et c'est incroyable les produits de coupe que l'on trouve dans l'héroïne en rue pour l'instant. Donc si l'État prenait en charge la production de ces molécules et la distribuait de manière réglementée, je dis bien réglementée, comme on le fait avec l'alcool actuellement, eh bien, et que l'on mette en place des campagnes de prévention, parce qu'il faut quand même dire aux gens que ce sont des molécules dangereuses, comme l'alcool. Ce sont des molécules dangereuses qui provoquent une addiction. Donc si on arrive à éclairer les gens sur le risque d'addiction, le risque de modification de comportement, mais qu'à côté de cela, on retire ces molécules du marché criminel, vous allez retirer tous les dealers de la rue. Je veux dire, il y aura un sentiment d'insécurité qui va être diminué. Moi, avec mes gars, on va pouvoir continuer à faire des opérations de flagrant délit, mais pas sur des dealers, je ferai autre chose. On peut faire du flag en banditisme, on peut faire du flag dans n'importe quel autre domaine infractionnel. Et je pense qu'on va court-circuiter tous ces flux financiers importants qui démarrent de la rue et qui arrivent au sommet des organisations criminelles et qui permettent de renvoyer l'argent dans d'autres pays. Ces flux financiers importants, vous allez leur couper l'herbe sous le pied, en fait. Et c'est mon plus beau combat que je puisse mener contre les organisations criminelles, c'est qu'on légalise toutes les drogues. Alors Bruno Valkeners, déjà une première réaction quand on entend ce type de discours, ça vous inspire quoi ? Je pense que tout est dit. Monsieur est du terrain, je suppose qu'il fait des constats depuis son expérience sur le terrain. Tout est dit. À titre d'exemple, en 8 ans, les saisies de cocaïne au port d'Anvers ont fait x14. L'année dernière, c'était 65 tonnes de cocaïne. Alors on pourrait dire, justement, c'est qu'on travaille bien. Sauf que ces 65 tonnes saisies, même en période de Covid, n'ont eu aucun impact sur la présence de produits chez nous en Belgique. C'est-à-dire que ces saisies n'ont pas eu d'impact ni sur le prix, ni sur la vente, ni sur une pénurie quelconque de produits. Ce qui veut dire que ça semble être une goutte dans un océan. Et ce qui est assez triste, c'est que dans ces fameuses subventions européennes la Belgique reçoit pour relancer le pays, en période de crise où il va y avoir des faillites et un drame social, on va quand même utiliser de l'argent qui vient de là pour encore renforcer l'achat de matériel, scanners, etc., pour lutter contre le trafic de drogue. Et donc, il y a quand même, quelque part, du côté du politique, on a cette sensation, nous, en tant que travailleurs sociaux, que
on continue à buter sur la même pierre et qu'il n'y a pas une volonté de voir les choses autrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les trafiquants, les mafias, le crime organisé, si on leur retire les drogues, ils vont forcément trouver d'autres marchés, d'autres choses. Donc, monsieur, il aura toujours du boulot. Sauf qu'ici, en régulant ou en faisant autre chose, ça c'est une discussion qu'on laisse encore à expertise. Nous, la campagne, elle demande directement, simplement une décriminalisation, mais on va enlever un tabou aussi. On va enlever un tabou et on va surtout enlever cette barrière pénale. Beaucoup de gens pensent que si on retire les drogues du code pénal, c'est la porte ouverte à la consommation. Mais non, non. En fait, c'est là la logique qui marche pas. C'est que si vous retirez l'infraction au niveau pénal, vous pouvez mettre en fait des interdits à plein d'autres niveaux. Et on pense par exemple à l'interdit dans le cadre scolaire, l'interdit dans la matière de la circulation. Vous responsabilisez aussi les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit dans trop de familles, on sait que c'est un phénomène de société qui prend de l'expansion, mais on voit trop ce tabou dans les familles, puisque c'est la loi qui gère, on n'a pas à en parler, c'est interdit. Donc tu ne peux pas consommer, donc pourquoi en parler? Et donc on ne fait pas de prévention, par exemple? Mais on fait de la prévention, mais avec pas cette culture de la dissuasion et souvent un réflexe de discours de peur, mais qui ne fonctionne pas sur des adolescents, qui sont éventuellement un début de consommation de cannabis. Vous leur dites que ça peut, à long terme, amener le cancer, etc. À des gamins de 14-15 ans, ça ne fonctionne pas, évidemment. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont encore dans un usage récréatif. Certains ont déjà des problèmes de consommation. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un discours qui percute chez eux. Et on peut faire de la prévention de manière très objective. Donc, c'est-à-dire, pour moi, une prévention objective, c'est parler des vertus. Parce que si les gens vont vers les drogues au départ, c'est pas pour se mettre la tête dans le caniveau directement, c'est pas pour sombrer, c'est parce que ça a des vertus apaisantes, thérapeutiques, enfin peu importe la motivation des gens, il faut travailler sur la motivation des gens. Et puis parler des dangers. Aujourd'hui, on arrive face à des jeunes pour qui le danger ne représente rien, et on a un discours que du danger. Qu'est-ce qu'ils se disent? Je vais le dire un peu vulgairement, c'est qui ce vieux con qui vient me parler de drogue? Ça percute pas. Et donc il y a une espèce de tabou qu'il faut absolument briser, parce que la clé, elle est là. Heureusement, tous les usagers de drogue ne sont pas problématiques. Il faut quand même le savoir. Des études ont été faites. C'est 70 à 80% des gens qui consomment des drogues le font de manière sporadique ou vivent une expérience une seule fois, ne sont pas problématiques. C'est-à-dire ne vont pas avoir des conséquences sociales, psychosociales, etc. Bruno, c'est ce que j'allais dire. En fait, je crois qu'il y a à peine 20% de consommateurs problématiques qui sont connus des banques de données policières. Les autres sont des consommateurs récréatifs, occasionnels. Qui ne vous posent pas de problème, vous par exemple? Mais qu'on ne connaît même pas. Enfin, moi, dans mon entourage, je connais des gens qui consomment des drogues 2-3 fois par an, qui ont un CDI, qui ont une femme, qui ont des enfants, qui ont une voiture, qui ont une situation professionnelle stable, qui ne volent pas dans les magasins, qui n'agressent pas une vieille à la sortie d'un marché. Donc, il faut savoir que les drogues, oui, c'est vrai, on s'exprime mal à propos des drogues. Il y a beaucoup de gens qui consomment des drogues qui ne sont pas des délinquants. Et c'est une majorité, ces gens-là, ils ne sont pas des délinquants. Donc pour des personnes qui peut-être au départ n'avaient pas nécessairement de problème, c'est un peu être un cycle infernal dont on n'arrive jamais à sortir en fait. Voilà. Difficilement en tout cas. Beaucoup de gens passent à travers les mailles du filet, parce que ça peut être simplement dû à un simple contrôle policier, un barrage, alcool, et puis on tombe sur des quantités de drogue. La personne n'a pas un usage problématique, mais je sais pas, moi, se rendait dans un festival, elle avait 5 grammes ou 10 grammes de cocaïne sur elle, elle va se retrouver face au juge. Alors il ira probablement pas en prison s'il a aucun antécédent. Le problème, c'est que il se referait de nouveau attraper une seconde fois 6 mois plus tard. Là, on va lui ressortir son dossier précédent et il pourrait faire de la détention, de la prison ou avoir une probation prétorienne. Il va se retrouver emprisonné dans ce filet pénal qui est quand même, à un moment donné, un sacré boulet à tirer, surtout quand on cherche de l'argent. Je pense à des gens qui étudient, je sais pas moi, le droit et qui voudraient être avocats et puis ils ont un casier judiciaire. Ça va quand même compliquer leur vie. Alors si derrière ça, vous avez une cellule familiale soutenante, etc., probablement que vous vous en sortirez. Mais si vous n'avez pas ça, vous rentrez dans cette spirale qui, pour l'estime de soi, n'est pas bonne. Et on sait très bien qu'en matière de drogue et de prévention et d'usage
contrôler l'estime de soi est fondamental, hein, monsieur l'a mis en évidence, hein, avoir un projet de vie, des expériences ont été menées là-dessus, hein, ces fameux rats de laboratoire à qui on donnait de l'eau d'un côté pure et de l'autre côté de l'héroïne. Magnifique étude, on mettait un étude. rat isolé dans une cage toute petite et effectivement, en 3 jours, il était addict, il ne buvait que l'eau remplie d'héroïne. Sauf qu'un scientifique a mis après les mêmes rats dans une cage beaucoup plus grande avec plein de jeux, de la musique, etc. Vraiment un Ratland, un espèce de parc d'attractions pour rats avec la même expérience. Hein, plusieurs rats ensemble, donc en collectivité, en communauté, et de l'eau chargée d'héroïne et de l'eau pure. Eh bien, personne n'a développé d'addiction, ce qui tend à montrer qu'en fait, si vous avez une attache, si vous avez un projet de vie, si en fait vous avez trop à perdre dans l'usage de drogue, eh bien, vous avez énormément de chances de ne jamais tomber dans une dépendance à l'usage de drogue. C'est pour ça que la majorité des usagers n'ont pas de problème. Et donc, il faut envisager les produits. L'idée n'est pas de faire la promotion des drogues. C'est pas du tout ça qu'on dit. L'idée, c'est d'avoir une vision réaliste. Et c'est clair que dans une société comme la nôtre, hein, où on survalorise l'efficacité, la performance, hein, que ce soit au travail, dans votre vie familiale, etc., il ne faut pas s'étonner que ce sont aujourd'hui les psychostimulants, c'est-à-dire les drogues qui rejoignent ces valeurs, hein, c'est-à-dire qui donnent de l'énergie, comme la cocaïne, les amphétamines, qui ont le plus de succès. Ouais. Ce n'est pas un hasard. Alors, je le disais, enfin, on le disait en introduction, hein, Jack, vous n'êtes pas le seul dans les milieux policiers et judiciaires à critiquer la politique actuelle de prohibition des drogues. Et je vous propose d'écouter Jean-Bernard Cambier. Il est ancien procureur de l'arrondissement de Tournai, et Frédéric Dethier, directeur de la prison de Marche-en-Famenne. On les avait interviewés il y a quelques années déjà dans le cadre d'un documentaire réalisé par Pierre Sconbrot qui s'appelait Double peine. Documentaire que je vous incite d'ailleurs à aller voir ou revoir sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Alors voilà ce qu'il disait à l'époque. Pourquoi ne peut-on pas consommer tel ou tel produit ? Beaucoup me disent parce que la loi l'interdit. D'accord, mais pourquoi le législateur l'a-t-il interdit ? La fin de ce système, moi je la vois dans une dépénalisation claire. En tout cas, dans un premier temps, soyons prudents, des drogues dites douces, parce qu'il n'y a pas de drogue douce, hein, c'est des couillonnades de parler comme ça, dans une dépénalisation et avec la possibilité pour le détenu d'acheter lui-même, voire à la cantine, hein, je suis assez fou pour le dire, là, son hashish, son herbe, tout ce qu'on peut imaginer de ce côté-là, et ça sous un contrôle médical valable. Au moins, on saura quel produit il prend et si le produit est bon ou mauvais. Bon, il sera contrôlé. Et deuxièmement, je pense que la notion de l'interdit disparaîtra et qu'on aura moins de consommation. Parce que la notion de l'interdit est quelque chose que les détenus adorent aussi. Hein. Il est clair que la politique prohibitionniste est un échec, que ce soit en Belgique ou partout où on l'applique. La question est évidemment, que faire d'autre ? Alors, donc Jack, je me tourne vers vous. Hein, mais donc là, on a entendu un ancien procureur, un directeur de prison. Donc tous les deux disent qu'il faut changer et qu'il y a des incohérences. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution des mentalités parmi vos collègues, parmi les magistrats, qui peuvent peut-être pas le dire officiellement, mais en tout cas qu'ils le pensent ? Oui, bien sûr. Donc moi, parmi mes collègues, tout le monde est convaincu que ce qu'on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus de l'amusement. C'est plus pour faire comme dans les films. On fait des opérations, on s'amuse bien. Ok, mais sur le fond, tout le monde est convaincu que la politique qui est menée maintenant contre les cartels et les organisations criminelles, voilà, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien et ça n'augure rien de bon, en fait. Et on parle de mes collègues, mais pour traiter le sujet aussi avec des autorités judiciaires, oui, il y a des substituts qui disent clairement, oui, ils sont là pour appliquer la loi. Donc c'est compliqué d'avoir une image, enfin un discours franc sur le sujet. Et transparent, mais c'est vrai qu'il y en a qui le disent, oui, il faut que le législateur prenne ses responsabilités, c'est pas au pouvoir judiciaire à le faire, c'est au législateur, comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est au législateur à faire ce qu'il faut au niveau du Parlement pour essayer de modifier les choses. Maintenant, on va se heurter au dogme de la drogue, c'est mal, et je pense qu'il faut informer les gens. Il faut informer les gens sur le fait que les drogues, oui certes c'est un produit addictif et dangereux, mais je pense qu'il faut informer et il faut faire de la prévention. Moi ce qui me dérange un peu dans notre pays, c'est un petit peu cette hypocrisie. En fait, l'hypocrisie entre l'alcool et la drogue. Je vais le faire de manière très schématique, mais
vous savez, un héroïnomane, un gars qui est dépendant à l'héroïne, si on veut le sevrer, bon, ça ne se fait pas maintenant parce qu'il faut respecter les conditions humaines, mais si on veut le sevrer, après 3 jours d'enfermement, le gars est sevré. On ne meurt pas d'un manque d'héroïne. Je veux dire, oui, le gars va être mal, le gars va avoir un état grippal hyper profond, va avoir des crampes, il va vomir, voilà, il sera mal au niveau de son aspect physique. Mais après 3 jours, vous pouvez ouvrir une cellule, le gars, il est sevré. C'est brutal, mais il est sevré. Faites ça avec un alcoolique. Vous enfermez un alcoolique pendant 3 jours dans une cellule, un alcoolique dépendant, je parle, comme un héroïnomane. Vous enfermez un alcoolique dépendant en cellule, vous ouvrez la porte de la cellule, le gars est mort. Et ça choque personne, en fait. Donc pour l'instant, l'alcool c'est bien, et l'héroïne en interdit. Il y a énormément de dépendance à l'alcool, et il y aura toujours des gens dépendants aux produits. Mais à l'heure actuelle, on vous a diabolisé les drogues, alors que l'alcool tue plus. Il n'y a jamais eu... Enfin, pour l'instant, quand on regarde le nombre de gens qui rentrent en cellule, soit des gens qui sont sous influence de boissons ou de drogue, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent en cellule parce qu'ils sont en ivresse publique, ou on voit la limite du coma éthylique. Quand on regarde le journal télévisé et qu'on voit ces ados qui arrivent aux urgences de l'hôpital à la limite du coma éthylique, ça choque personne, ça. L'alcool, on peut. Ouais. Donc en fait, il faut sortir de ce paradigme un peu moral où on dit la drogue c'est mal et on se limite à ça, quoi. Oui, en fait, je crois qu'il faut mieux informer les gens. Et comme je disais tout à l'heure, si on changeait notre modèle et qu'on informait les gens... Alors, je ne dis pas qu'il faut inciter les gens à prendre de la drogue, mais il ne faut pas non plus imaginer que parce que l'on va, par exemple, légaliser les drogues, que tout le monde va aller vers les drogues. Ça, c'est une bêtise. Il en va de l'éducation de chacun, il en va des références de chacun. Mais je pense que si les gens décident d'aller vers les drogues, il faut qu'ils soient au courant, informés. Moi, j'ai beau regarder dans les magazines, à aucun moment je vois une page où on nous dit attention, drogue. On ne parle pas des drogues. Tout le monde fait la politique de l'autruche, on met la tête dans le trou et les drogues sont aux mains des organisations et c'est bien comme ça. Si on informait les gens, je suis sûr que la majorité des gens n'iraient pas vers les drogues. Mais il y aura toujours des gens pour aller essayer, mais pour l'instant, on le fait bien avec l'alcool. L'alcool tue, l'alcool envoie nos jeunes en coma éthylique et c'est pas grave. Là, l'État prend un petit peu d'argent au passage. Mais on pourrait faire la même chose avec les drogues. Mieux informer les gens, libéraliser les drogues, les gens donc à consommer en connaissance de cause, mais surtout démarrer, parce que j'arrive avec mon modèle où tiens, on peut distribuer les drogues. Non, avant cela, en amont, il faut informer les gens, faire des campagnes de prévention. Et je peux vous dire qu'avec l'argent que l'État va récupérer si on légalisait ces molécules, on va pouvoir vraiment faire beaucoup de prévention, informer. Et je suis sûr que la majorité des gens n'iront pas vers les drogues, mais il y en aura toujours qui iront vers les drogues. Et on ne sortira pas de là. Oui, c'est ça. Et investir autrement. Bien sûr, investir autrement, oui. Bruno Valkenherst, on l'a dit, donc là, on voit qu'il y a des mouvements au niveau, une évolution des mentalités, en tout cas dans le monde judiciaire, dans le monde policier. Est-ce qu'au niveau politique, vous avez le sentiment qu'il y a aussi une évolution des mentalités ? Parce que, donc, on l'a dit, le 24 février, dans quelques jours, on fête donc ce centenaire funeste, cet anniversaire funeste. Vous faites un appel aux politiques, mais est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait changer vraiment concrètement ? Mais je dirais qu'il faut dépasser le sentiment d'impression. Là, je pense qu'il y a vraiment une urgence, quoi. Et comme le disait monsieur, il y a l'urgence de construire une politique sur une vérité scientifique. Et continuer à prétendre qu'on a basé l'interdit sur la dangerosité stricte des produits démontrés, monsieur l'a mis en exergue et il a tout à fait raison, c'est totalement faux. Il y a des nouvelles classifications qui existent maintenant où on distingue d'un côté la dangerosité pour le corps d'une drogue, inhérente à la molécule, et ce qu'on appelle la dangerosité sociale d'une drogue, c'est-à-dire à quel point cette drogue peut vous amener vers l'exclusion. Et là, qui a la palme ? C'est l'alcool. Au-dessus de l'héroïne, au-dessus de la cocaïne, or cet alcool est légal. Alors nous, on ne veut pas d'une régulation comme l'est l'alcool aujourd'hui, parce qu'il y a une trop grosse part qui est laissée aux mains des lobbies, qui ont tout intérêt à créer, on l'a vu avec les alcopops, c'est ces alcools très sucrés où on ne goûte pas l'alcool qui plaisent tant aux jeunes, qui sont des pures études marketing. Nous, on ne veut pas un modèle comme ça, évidemment. Il faut une politique responsable. Mais il est grand temps d'envisager cette politique sur base d'une vérité scientifique. Et on demande simplement qu'on évalue la loi par rapport à ça. Et ça va loin, parce que je vous parlais de la lutte contre les fumeries d'opium, la loi de 1921, eh bien c'est la même loi qui est brandie pour empêcher, par exemple, l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque, dont il y a des expériences partout dans le monde et dont tous les rapports scientifiques mettent en évidence l'efficacité de ce dispositif socio-sanitaire. Eh bien non, cette vieille loi pour lutter contre les fumeries d'opium vient mettre des bâtons dans les roues à un dispositif socio-sanitaire. Ce que l'auditeur doit aussi comprendre, c'est que de plus en plus, les académiciens, les professionnels de la santé reconnaissent que l'usage de drogue problématique, je dis bien problématique, dépendance, est un problème de santé publique, voire une maladie chronique.
ok ? Eh bien, aujourd'hui, vous êtes dépendant à une drogue, c'est la seule maladie dont on pénalise au niveau d'une loi les symptômes. Et ça, c'est dramatique. Donc, c'est la seule politique de santé publique pour laquelle on brandit le bâton de la justice, quoi. C'est une aberration. Alors, on arrive à la fin de l'émission, donc je suis désolée, je dois déjà vous couper. Je pense qu'on aurait pu encore en discuter pendant des heures, mais clairement, donc on a entendu votre appel. Un happy birthday. Vous faites vraiment un appel pour que le 24 février, les politiques s'emparent de la question et fassent changer la loi de façon urgente. Cet appel aussi pour la décriminalisation. On peut trouver toutes les infos, notamment sur le site stop1921.be. Sur le site aussi laïcité.be, on peut retrouver la proposition de loi du Centre d'action laïque pour cette dépénalisation des drogues et cette réglementation et des pistes de réglementation. Merci vraiment à tous les deux pour toutes ces explications, ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et une belle soirée à tous. Merci.